Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, tous les soirs nous mettons tout en œuvre pour vous faire apprécier un roman de la littérature française ou étrangère. Et ce soir, je vais essayer de vous faire apprécier et j'en doute pas que vous allez l'apprécier, Autour de la Lune de Jules Verne, qui est paru en 1869. C'est un roman d'anticipation qui paraît d'abord dans le journal des débats en 1870. Non, l'édition originale est mise en vente en 1870, mais il paraît d'abord dans le journal des débats du 4 novembre au 8 décembre, donc avant sa parution en 1869. Donc, c'est la suite du roman De la Terre à la Lune, qui lui est paru en 1865. Vous allez retrouver donc les mêmes personnages que ce roman. Les trois hommes, donc Nicole, Barbicane et Michel Ardan, sont montés dans un obus tiré par un immense canon pour les envoyer vers la Lune. Alors on dit de ce roman également qu'il est plus ou moins prémonitoire, effectivement, car vous avez plusieurs coïncidences, il y a dans ce livre plusieurs coïncidences avec la mission Apollo 8. L'initiative du voyage dans la Lune a bien été prise par les Américains. Le départ de la mission américaine a eu lieu à Cap Canaveral, qui est à quelques centaines de kilomètres seulement de l'endroit choisi par Jules Verne en Floride, non pour les raisons qu'offre l'auteur, mais parce que la vitesse supérieure donc, de rotation de la Terre à cet endroit y est plus favorable. Il y a bien eu 3 astronautes à bord de la capsule et la mission a duré un petit peu moins d'une semaine, comme celle donc de Michel Ardan et ses amis. Enfin, au retour, l'engin se retrouve dans l'océan après avoir effectué une orbite lunaire. Alors vous avez également dans ce livre, et on pardonnera l'auteur, quelques erreurs scientifiques, mais effectivement c'est assez troublant, toutes ces coïncidences donc avec la mission Apollo 8. Nous allons donc passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. #VBN. Lâchez vos commentaires, vos avis, vos idées. N'hésitez surtout pas, nous adorons vous lire. Nous allons passer à la lecture. Nous allons continuer la lecture. Oui, s'écria Michel, tout plein de son sujet. Détruisons la pesanteur et plus de fardeau. Partant, plus de grues, de criques, de cabestans, de manivelles et autres engins, et qui n'auraient pas raison d'être. Bien dit, répliqua Barbicane. Mais si rien ne pesait plus, rien ne tiendrait plus. Pas plus ton chapeau sur ta tête, digne Michel, que ta maison dont les pierres n'adhèrent que par leur poids. Pas de bateau dont la stabilité sur les eaux n'est qu'une conséquence de la pesanteur. Pas même d'océan dont les flots ne seraient plus équilibrés par l'attraction terrestre. Enfin, pas d'atmosphère dont les molécules, n'étant plus retenues, se disperseraient dans l'espace. Voilà qui est fâcheux, répliqua Michel. Rien de tel que ces gens positifs pour vous ramener brutalement à la réalité. Mais console-toi, Michel, reprit Barbicane, car si aucun astre n'existe, d'où soient bannies les lois de la pesanteur, tu vas, du moins, en visiter un où la pesanteur est beaucoup moindre que sur la Terre. La Lune ? Oui, la Lune, à la surface de laquelle les objets pèsent 6 fois moins qu'à la surface de la Terre. Phénomène très facile à constater. Et nous nous en apercevrons ? Demanda Michel. Évidemment, puisque 200 kg n'en pèsent que 30 à la surface de la Lune. Et notre force musculaire n'y diminuera pas ? Aucunement. Au lieu de t'élever à 1 mètre en sautant, tu t'élèveras à 18 pieds de hauteur. Mais nous serons des Hercules dans la Lune, s'écria Michel.
D'autant plus, répondit Nicole, que si la taille des Sélénites est proportionnelle à la masse de leur globe, ils seront hauts d'1 pied à peine. Des Lilliputiens, répliqua Michel. Je vais donc jouer le rôle de Gulliver. Nous allons réaliser la fable des géants. Voilà l'avantage de quitter sa planète et de courir le monde solaire. Un instant, Michel, répondit Barbicane. Si tu veux jouer les Gulliver, ne visite que les planètes inférieures telles que Mercure, Vénus ou Mars, dont la masse est un peu moindre que celle de la Terre. Mais ne te hasarde pas dans les grandes planètes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, car là, les rôles seraient intervertis et tu deviendrais lilliputien. Et dans le Soleil ? Dans le Soleil, si sa densité est 4 fois moindre que celle de la Terre, son volume est 1324 000 fois plus considérable et l'attraction y est 27 fois plus grande qu'à la surface de notre globe. Toute proportion gardée, les habitants y devraient avoir en moyenne 200 pieds de haut. 1000 diables, s'écria Michel. Je ne serai plus qu'un pygmée, un myrmidon. Gulliver, chez les géants, dit Nicole. Juste, répondit Barbicane. Et il ne serait pas inutile d'emporter quelques pièces d'artillerie pour se défendre. Bon, répliqua Barbicane, tes boules ne feraient aucun effet dans le soleil et ils tomberaient sur le sol au bout de quelques mètres. Voilà qui est fort. Voilà qui est certain, répondit Barbicane. L'attraction est si considérable sur cet astre énorme qu'un objet pesant 70 kg sur la Terre en peserait 1930 à la surface du Soleil. Ton chapeau, une dizaine de kilogrammes. Ton cigare, une demi-livre. Enfin, si tu tombais sur le continent solaire, ton poids serait tel, 2500 kilos environ, que tu ne pourrais pas te relever. Diable, fit Michel, il faudrait alors avoir une petite grue portative. Eh bien, mes amis, contentons-nous de la Lune pour aujourd'hui. Là, au moins, nous ferons grande figure. Plus tard, nous verrons s'il faut aller dans ce soleil où on ne peut boire sans un cabestan pour hisser son verre à sa bouche. Chapitre 9. Conséquences d'une déviation. Barbicane n'avait plus d'inquiétude, sinon sur l'issue du voyage, du moins sur la force d'impulsion du projectile. Sa vitesse virtuelle l'entraînait au-delà de la ligne neutre. Donc, il ne reviendrait pas à la Terre. Donc, il ne s'immobiliserait pas sur le point d'attraction. Une seule hypothèse restait à se réaliser. L'arrivée du boulet à son but, sous l'action de l'attraction lunaire. En réalité, c'était une chute de 8296 lieues sur un astre. Il est vrai où la pesanteur ne doit être évaluée qu'au 6e de la pesanteur terrestre. Chute formidable, néanmoins, et contre laquelle toute précaution voulait être prise sans retard. Ces précautions étaient de deux sortes. Les unes devaient amortir le coup au moment où le projectile toucherait le sol lunaire. Les autres devaient retarder sa chute et par conséquent la rendre moins violente. Pour amortir le coup, il était fâcheux que Barbicane ne fût plus à même d'employer les moyens qui avaient si utilement atténué le choc du départ, c'est-à-dire l'eau employée comme ressort et les cloisons vibrantes. Les cloisons existaient encore, mais l'eau manquait, car on ne pouvait employer la réserve à cet usage. Réserve précieuse pour le cas où, pendant les premiers jours, l'élément liquide manquerait au sol lunaire. D'ailleurs, cette réserve eût été très insuffisante pour faire ressort. La couche d'eau emmagasinée dans le projectile au départ et sur laquelle reposait le disque étanche n'occupait pas moins de 3
pieds de hauteur sur une surface de 54 pieds carrés. Elle mesurait en volume 6 mètres cubes et en poids 5750 kg. Or, les récipients n'en contenaient pas la 5e partie. Il fallait donc renoncer à ce moment si puissant d'amortir le choc d'arrivée. Fort heureusement, Barbicane, non content d'employer l'eau, avait muni le disque mobile de forts tampons à ressort destinés à amoindrir le choc contre le culot après l'écrasement des cloisons horizontales. Ces tampons existaient toujours. Il suffisait de les rajuster et de remettre en place le disque mobile. Toutes ces pièces faciles à manier, puisque leur poids était à peine sensible, pouvaient être remontées rapidement. Ce fut fait. Les divers morceaux se rajustèrent sans peine. Affaire de boulons et d'écrous. Les outils ne manquaient pas. Bientôt le disque, remanié, reposa sur les tampons d'acier, comme une table sur ses pieds. Un inconvénient résultait du déplacement de ce disque. La vitre inférieure était obstruée. Donc, impossibilité pour les voyageurs d'observer la Lune par cette ouverture, lorsqu'ils seraient précipités perpendiculairement sur elle. Mais il fallait y renoncer. D'ailleurs, par les ouvertures latérales, on pouvait encore apercevoir les vastes régions lunaires comme on voit la Terre de la nacelle d'un aérostat. Cette disposition du disque demanda 1 heure de travail. Il était plus de midi quand les préparatifs furent achevés. Barbicane fit de nouvelles observations sur l'inclinaison du projectile. Mais à son grand ennui, il ne s'était pas suffisamment retourné pour une chute. Il paraissait suivre une courbe parallèle au disque lunaire. L'astre des nuits brillait splendidement dans l'espace, tandis qu'à l'opposé, l'astre du jour l'incendiait de ses feux. Cette situation ne laissait pas d'être inquiétante. « Arriverons-nous » dit Nicholl. « Faisons comme si nous devions arriver » répondit Barbicane. « Vous êtes des trembleurs » répliqua Michel Ardan. « Nous arriverons, et plus vite que nous le voudrons. » Cette réponse ramena Barbicane à son travail préparatoire et il s'occupa de la disposition des engins destinés à retarder la chute. On se rappelle la scène du meeting tenu à Tampa Town, dans la Floride, alors que le capitaine Nicholl se posait en ennemi de Barbicane et en adversaire de Michel Ardan. Au capitaine Nicholl, soutenant que le projectile se briserait comme verre, Michel avait répondu qu'il retarderait sa chute au moyen de fusées convenablement disposées. En effet, de puissants artifices prenant leurs points d'appui sur le culot et fusant à l'extérieur pouvaient, en produisant un mouvement de recul, enrayer dans une certaine proportion la vitesse du boulet. Ces fusées devaient brûler dans le vide. Il est vrai, mais l'oxygène ne leur manquerait pas, car elles se le fournissaient elles-mêmes, comme les volcans lunaires, dont la déflagration n'a jamais été empêchée par le défaut d'atmosphère autour de la Lune. Barbicane s'était donc muni d'artifices renfermés dans de petits canons d'acier taraudé, qui pouvaient se fisser dans le culot du projectile. Intérieurement, ces canons affleuraient le fond. Extérieurement, ils dépassaient d'un demi-pied. Il y en avait 20. Une ouverture ménagée dans le disque permettait d'allumer la mèche dont chacun était pourvu. Tout l'effet se produisait en dehors. Les mélanges fusants avaient été forcés d'avance dans chaque canon. Il suffisait donc d'enlever les obturateurs métalliques engagés dans le culot et de les remplacer par ces canons qui s'ajustaient rigoureusement à leur place. Ce nouveau travail fut achevé vers 3 heures et toutes ces précautions prises, il ne s'agit plus que d'attendre. Cependant, le projectile se rapprochait visiblement de la Lune. Il subissait évidemment son influence dans une certaine proportion, mais sa propre vitesse l'entraînait aussi
suivant une ligne oblique. De ces deux influences, la résultante était une ligne qui deviendrait peut-être une tangente. Mais il était certain que le projectile ne tombait pas normalement à la surface de la Lune, car sa partie inférieure, en raison même de son poids, aurait dû être tournée vers elle. Les inquiétudes de Barbicane redoublaient à voir son boulet résister aux influences de la gravitation. C'était l'inconnu qui s'ouvrait devant lui, l'inconnu à travers les espaces intrastellaires. Lui, le savant, il croyait avoir prévu les 3 hypothèses possibles. Le retour à la Terre, le retour à la Lune, la stagnation sur la ligne neutre. Et voici qu'une 4e hypothèse, grosse de toutes les terreurs de l'infini, surgissait inopinément. Pour ne pas l'envisager, sans défaillance, il fallait être un savant résolu, comme Barbicane, un être flegmatique, comme Nicole, ou un aventurier audacieux, comme Michel Ardan. La conversation fut mise sur ce sujet. D'autres hommes auraient considéré la question au point de vue pratique. Ils se seraient demandé où les entraînaient leurs wagons projectiles, eux pas. Ils cherchèrent la cause qui avait dû produire cet effet. « Ainsi nous avons déraillé », dit Michel. « Mais pourquoi ?»« Je crains bien, » répondit Nicole, « que malgré toutes les précautions prises, la Columbiad n'ait pas été pointée, juste. Une erreur, si petite qu'elle soit, devait suffire à nous jeter hors de l'attraction lunaire. On aurait donc mal visé, demanda Michel. Je ne le crois pas, répondait Barbicane. La perpendicularité du canon était rigoureuse, sa direction sur le zénith du lieu incontestable. Or, la Lune passant au zénith, nous devions l'atteindre en plein. Et il y a une autre raison, mais elle m'échappe. « N'arrivons-nous pas trop tard ?» demanda Nicole. « Trop tard ?» fit Barbicane. « Oui, » reprit Nicole. « La note de l'observatoire de Cambridge porte que le trajet doit s'accomplir en 97 heures, 13 minutes et 20 secondes. Ce qui veut dire que, plus tôt, la Lune ne serait pas encore au point indiqué, et plus tard qu'elle n'y serait plus. « D'accord, » répondit Barbicane, « mais nous sommes partis le 1er décembre à 11 heures moins 13 minutes et 25 secondes du soir, et nous devons arriver le 5 à minuit, au moment précis où la Lune sera pleine. Or, nous sommes au 5 décembre. Il est 3h30 du soir, et 8h30 devraient suffire à nous conduire au but. Pourquoi n'y arriverons-nous pas ? Ne serait-ce pas un excès de vitesse ? Répondit Nicole. Car nous savons maintenant que la vitesse initiale a été plus grande qu'on ne supposait. Non, 100 fois non, répliqua Barbicane. Un excès de vitesse, si la direction du projectile eût été bonne, ne nous aurait pas empêchés d'atteindre la Lune, non. Il y a eu déviation. Nous avons été déviés. Par qui ? Par quoi ? Demanda Nicole. Je ne puis le dire, répondit Barbicane. Eh bien, Barbicane, dit alors Michel, veux-tu connaître mon opinion sur cette question de savoir d'où provient cette déviation ? Parle. Je ne donnerai pas un demi-dollar pour l'apprendre. Nous sommes déviés, voilà le fait. Où allons-nous ? Peu m'importe. Nous le verrons bien. Que diable ! Puisque nous sommes entraînés dans l'espace, nous finirons bien par tomber dans un centre quelconque d'attraction. Cette indifférence de Michel Ardan ne pouvait contenter Barbicane. Non que celui-ci s'inquiétât de l'avenir, mais pourquoi son projectile avait dévié. C'est ce qu'il voulait savoir à tout prix. Cependant, le boulet continuait à se déplacer latéralement à la Lune, et avec lui le cortège d'objets jetés au dehors.
Barbicane put même constater par des points de repère relevés sur la Lune, dont la distance était inférieure à 2000 lieues, que sa vitesse devenait uniforme. Nouvelle preuve qu'il n'y avait pas de chute. La force d'impulsion l'emportait encore sur l'attraction lunaire, mais la trajectoire du projectile le rapprochait certainement du disque lunaire, et l'on pouvait espérer qu'à une distance plus rapprochée, l'attraction de la pesanteur prédominerait et provoquerait définitivement une chute. Les trois amis, n'ayant rien de mieux à faire, continuèrent leurs observations. Excusez-moi. Cependant, ils ne pouvaient encore déterminer les dispositions topographiques du satellite. Tous ces reliefs se nivelaient sous la projection des rayons solaires. Ils regardèrent ainsi par les vitres latérales jusqu'à 8 heures du soir. La Lune avait alors tellement grossi à leurs yeux qu'elle masquait toute une moitié du firmament. Le soleil d'un côté, l'astre des nuits de l'autre, et inondait le projectile de lumière. En ce moment, Barbicane crut pouvoir estimer à 700 lieues seulement la distance qui les séparait de leur but. La vitesse du projectile lui parut être de 200 mètres par seconde, soit environ 170 lieues à l'heure. Le culot du boulet tendait à se tourner vers la Lune sous l'influence de la force centripète. Mais la force centrifuge, l'emportant toujours, et il devenait probable que la trajectoire rectiligne se changerait en une courbe quelconque dont on ne pouvait déterminer la nature. Barbicane cherchait toujours la solution de son insoluble problème. Les heures s'écoulaient sans résultat. Le projectile se rapprochait visiblement de la Lune. Mais il était visible aussi qu'il ne l'atteindrait pas, car à la plus courte distance à laquelle il en passerait, elle serait la résultante des deux forces attractives et répulsives qui sollicitaient le mobile. « Je ne demande qu'une chose, répétait Michel, passer assez près de la Lune pour en pénétrer les secrets. » « Maudite soit alors, s'écria Nicholl, la cause qui a fait dévier notre projectile. »« Maudite soit alors, répondit Barbicane, comme si son esprit eût été soudainement frappé. Maudit soit le bolide que nous avons croisé en route. »« Hein ?» fit Michel Ardan. « Que voulez-vous dire ?» s'écria Nicholl. « Je veux dire, répondit Barbicane, d'un ton convaincu, je veux dire que notre déviation est uniquement due à la rencontre de ce corps errant. Mais il ne nous a pas même effleurés, répondit Michel. Qu'importe, sa masse comparée à celle de notre projectile était énorme et son attraction a suffi pour influencer sur notre direction. Si peu, s'écria Nicholl. Oui, Nicholl, mais si peu que ce soit, répondit Barbicane. Sur une distance de 84 000 lieues, il n'en fallait pas davantage pour manquer la Lune. Chapitre 10. Les observateurs de la Lune. Barbicane avait évidemment trouvé la seule raison plausible de cette déviation, si petite qu'elle eût été. Elle avait suffi à modifier la trajectoire du projectile. C'était une fatalité. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma lecture de ce superbe roman de voyage, quelque peu prémonitoire de Jules Verne. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, oui, toujours quand je lis les voyages extraordinaires de Jules Verne. Je vous dis à tout bientôt et très belle soirée. À tout bientôt.